Tiens, une qu'on connaît. C'est pourquoi il y avait des militaires tout à l'heure? Ah non, du tout. Ouais, ils avaient peur qu'on soit trop violent. Ah ouais? Je les ai pris en photo. Ah c'est vrai? Ah les couillons. C'est rigolo. Il y a lieu de respecter bien sûr les deux mesures essentielles, c'est la distanciation sociale et le port du masque. Donc merci de bien vouloir en fait respecter ces mesures pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Donc si on a promoté cette mobilisation, vous le savez, vous l'avez vu dans nos communications, c'est pour manifester contre le projet de loi de sécurité globale. L'initiative est partagée aujourd'hui par notamment la Ligue des droits de l'homme de Saint-Brieuc, également l'organisation syndicale que moi je représente, donc CVR 22, également les camarades de Bataille 22, de France Insoumise 22, de Ensemble 22, et aussi le syndicat national des journalistes de Bretagne, le SNJ Bretagne. Voilà. Je vais de suite donner la parole à Jacques qui représente la Ligue des droits de l'homme et qui va vous lire un courrier qui a été adressé dernièrement aux élus locaux. Est-ce que ça... Je vais m'écarter un petit peu et puis je vais juste un petit peu enlever ça de masque comme ça pour que vous puissiez mieux m'entendre. Oui, j'ai pensé que en fait la meilleure façon pour vous informer du détail donc, de ce projet de loi serait peut-être aussi de vous lire que la lettre que la LDH a adressée aux parlementaires, donc parlementaires, députés et sénataires. Je pense que c'est peut-être la meilleure méthode parce que au fil de la lecture de la lettre, je pourrais peut-être aussi faire des précisions, des petits commentaires justement sur les différents points. Je crois que ça sera peut-être plus pédagogique. Alors, donc c'est un courrier qui a été adressé le 12 novembre dernier. Et donc, nous l'avons adressé à monsieur, madame le sénateur et aux députés. Donc, vous allez être amené le 17 novembre prochain à vous prononcer sur la proposition de loi sécurité globale. Ce texte prévoit d'étendre aux polices municipales des compétences de la police nationale. De plus, il organise une privatisation de la police en contradiction flagrante avec les normes constitutionnelles en déléguant aux agents privés de sécurité des pouvoirs réservés à la police judiciaire. Alors, je vais faire un premier commentaire sur ce point-là, parce qu'en fait, on s'aperçoit bien que les polices municipales pourraient prendre de plus en plus d'importance du fait suffisant de la police nationale. Il y a un problème? Oui. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, il y a 10 000 postes de policiers qui ont été supprimés. Et donc, en fait, la police nationale n'ayant plus de moyens, elle va reporter sur les collectivités les insuffisances et les dysfonctionnements de la police nationale. Et ça, c'est un premier problème. Deuxième aspect, alors, pour préciser encore les choses sur la police municipale, on a précisé d'ailleurs aux députés que c'était pour pallier les insuffisances de moyens dévolus à la police nationale, et ce, sans aucune garantie en matière de formation de déontologie. Je crois que c'est un aspect aussi extrêmement important. Alors, concernant la délégation aussi aux agents privés de sécurité, c'est vrai que ça nous pose de problèmes. Il suffit de voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit dans la police au niveau de l'armée. En fin de compte, pour une grande part, il y a une forme de délégation de services publics à des entreprises qui sont plus des multinationales de la sécurité. Donc, on peut se dire que cette évolution, elle va peut-être se traduire en France d'ici quelques années, et on sera au même niveau que les USA. Et c'est vraiment pas
une méthode et un procédé recommandable. Alors, je continue le courrier. Alliant encore plus loin dans la surenchère sécuritaire, il prévoit d'instaurer une surveillance généralisée de l'espace public en autorisant l'État à utiliser des drones avec caméra. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Conseil d'État a émis un acte très défavorable pour surveiller les populations pour le confinement. Et en fait, ce projet de loi vise à entériner l'utilisation des drones. Donc avec la reconnaissance faciale en ligne de mire. Je continue. Il permettrait aussi l'utilisation immédiate des images des caméras mobiles portées par les policiers et leur analyse automatisée pour reconnaître en temps réel l'identité de tous les manifestants. Reconnaissance faciale. Je crois que c'est un point extrêmement important, ça, parce que c'est vraiment, en effet, le début d'une véritable reconnaissance faciale, puisque en live, en quelque sorte, les autorités policières pourront directement avoir l'identité des manifestants, de chaque manifestant. Enfin, et c'est sans aucun doute la partie du projet la plus critiquable, le texte prévoit la pénalisation de la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes agissant dans le cadre de leur mission d'ordre public, portant atteinte à la nécessaire transparence de ces opérations. Une telle mesure, avec des sanctions très lourdes, oui, il faut quand même bien préciser que c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, empêcherait tout contrôle citoyen, voire le travail des journalistes en favorisant l'impunité d'auteurs de violences. Ainsi, sans la diffusion publique des visages des forces de l'ordre, il n'aurait été jamais possible d'identifier Alexandre Benalla. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces photos-là, c'est assez extraordinaire quand on voit que cet homme avec une matraque quasiment tabasse les manifestants là. Et on a joint justement au courrier les photos, parce qu'il faut que ça soit bien illustratif. Alors, je reviens d'identifier Alexandre Benalla alors qu'il est intervenu dans une manifestation sans être habilité. Il en va de même concernant Cédric Jouvia, père de famille de 5 enfants, qui a fait un arrêt cardiaque à la suite d'un contrôle routier. Et on se pose la question, quel traitement? Alors, j'aurais pu aussi citer un autre exemple qui est encore peut-être plus illustratif. Je ne sais pas si vous avez vu les images d'envoyé spécial sur le Burger King. Extraordinaire. Là, on voyait les gens acculés dans un Burger King et c'était quasiment, bon, il faut le reconnaître, une vraie ratonnade. Et là, envoyé spécial a fait vraiment son travail de journalisme. Et je ne sais pas justement si c'est la question, est-ce qu'elle pourra continuer à le faire? Alors, quel traitement aurait bénéficié cette affaire si une vidéo n'avait pas permis de voir les circonstances de l'arrestation, lesquelles ont permis de corroborer les premiers éléments de l'autopsie, faisant état d'une manifestation asphyxique avec une fracture du larynx. Et donc nous avons joint ces photos à nos députés et sénateurs costa-ricains. À l'évidence, et je crois que ça c'est l'élément principal qu'il faudrait retenir peut-être pour cette manifestation. À l'évidence, on veut sanctuariser l'anonymat des forces de l'ordre et de l'autre, obliger tout à chacun de justifier son identité en permanence. Je crois que c'est ça le problème. Il y a une complète dissymétrie dans ce type de projet. Voilà pourquoi la LDH, dans un communiqué commun avec l'intersyndicale SNJ, CGT, CFDT journalistes, SNJFO, aux côtés des fédérations internationales et européennes de journalistes, entend s'opposer contre un texte qui permettrait d'interpeller tout journaliste qui filme en direct une opération de police, de le placer en garde à vue, en saisissant son matériel et de l'envoyer devant un tribunal, seul à même de déterminer si une intention malveillante est établie. Et je ne sais pas si vous avez vu, vous avez entendu parler de la dernière manifestation qui s'est passée, qui est intervenue à Paris, mardi dernier,
ça a été une manifestation extrêmement violente. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le député Marc Le Fur, figurez-vous, qui a même demandé la démission du préfet, l'allemand. Bon. Alors on verra d'ailleurs entre nous, je fais une petite parenthèse, si Marc Le Fur, républicain, va voter cette loi, ou alors peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, est-ce que j'ai regardé ce matin pour savoir exactement s'il y avait des députés, nos députés costarmoricains avaient voté pour le projet de loi de LR en Manche. J'ai regardé, pour le moment, aucun. Alors, sauf, je ne sais pas si Marc Le Fur a voté pour le projet de loi. Ça serait, à mon avis, ça serait quand même intéressant de le savoir parce que je pense qu'il serait quand même, d'une manière tout à fait concrète, utile si vous avez des députés ou sénateurs costarmoricains qui votent cette loi, ben, concrètement, aussi peut-être d'aller faire pression devant sa permanence. Alors, cette analyse est d'ailleurs largement partagée par la défenseur des droits qui, dans une interview de Ouest France datée du 12 novembre, que vous avez peut-être lu, s'inquiète du recul des droits et libertés par les mesures mises en œuvre par le gouvernement. Et j'ai vu d'ailleurs qu'elle avait tenu des propos encore beaucoup plus forts dans une autre interview. Idem, alors là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ONU, les représentants de l'ONU ont adressé un courrier au président Macron sans langue de bois pour bien préciser qu'il y avait un réel problème de défense des libertés fondamentales. Alors, je termine parce qu'il faut effectivement que je laisse la parole aux autres collègues. Parce que les risques sont considérables en matière de liberté publique. Et je voulais juste quand même préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un empilement des mesures. Vous voyez, même il y a eu une loi qui a été aussi beaucoup critiquée, la loi secret des affaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une loi qui est encore là de nature à faire en sorte que tous les médias, tels que Mediapart, les médias qu'on appelle d'investigation, ne puissent pas permettre une information tout à fait transparente. Et donc il faut relier tout ça à cet ensemble. Alors, parce que les risques sont considérables en matière de liberté publique, je vous appelle donc au nom de la section LDH de Saint-Brieuc, c'est toujours le courrier que nous avons adressé, à faire preuve de détermination et d'indépendance en rejetant cette proposition de loi liberticide qui menace gravement les principes fondamentaux de notre démocratie et l'état de droit. Voilà ce que je voulais vous dire et je vais laisser maintenant la parole à David. Oui, merci Jacques. Il faut saluer à la fois la démarche qui a été celle effectivement de la section de Saint-Brieuc pour la Ligue des droits de l'homme, mais de manière plus générale aussi la mobilisation de la LDH au niveau national, et y compris effectivement, comme le disait Jacques, avec l'intersyndicale des syndicats de journalistes. Voilà, il y a une vraie mobilisation qui est en train de se construire par rapport à ce projet de loi. La LDH propose aussi en fait une action pour interpeller les députés par le biais en fait d'un courriel type qu'il ne faut pas manquer aussi de renseigner et d'envoyer effectivement pour continuer à faire pression. Voilà, et comme disait Jacques, effectivement on va surveiller en fait, et notamment localement, qui des parlementaires est tenté de signer ce projet, et on ne manquera pas effectivement d'aller faire une pression particulière sur ceux qui seraient tentés de s'associer à ce projet qu'on peut aussi qualifier de projet Darmanin, puisque derrière il y a un homme qui aujourd'hui est en train de défendre becs et ongles les intérêts des syndicats de police, c'est Darmanin. Donc moi je vais vous lire le communiqué qui a été rédigé par Solidaire au niveau national. Le titre étant « Proposition de loi sécurité globale, la démocratie éborgnée ». Le projet de loi sécurité globale, en cours d'examen parlementaire à compter du 17 novembre, s'ajoute à la longue liste des textes liberticides, profitant d'un contexte anxiogène du fait des attentats et de la situation sanitaire. Le ministre Darmanin a décidé de muscler ce qui était au départ une proposition de loi sur la police municipale et la sécurité privée.
musclée dans des proportions telles que les rapporteurs et rapporteuses de l'ONU qui veillent au respect des droits de l'homme et des libertés publiques viennent d'adresser en urgence à Macron un courrier de mise en garde dans lequel ils ne mâchent pas leurs mots. Pour ces derniers, en effet, ce projet, je cite, porte une atteinte disproportionnée à de nombreux droits, libertés fondamentales et principes généraux de droit, de manière non conforme aux obligations énoncées dans les traités internationaux, essentiellement relatives aux droits de la vie privée, à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d'expression et au principe de responsabilité pénale pour violation des droits de l'homme. On ferme la citation. À vrai dire, de la défenseur et défenseuse des droits jusqu'à l'ONU, l'alerte est générale pour les droits démocratiques. Je vais faire comme Jacques. Ce que Darmanin, répondant aux injonctions des syndicats de policiers, n'y va pas de main morte, s'ajoutant à l'octroi à la police municipale de nouvelles prérogatives judiciaires, un accès direct au parquet et la possibilité d'effectuer des relevés d'identité, et procéder à des palpations de sécurité d'importantes régressions pour les libertés fondamentales sont donc programmées. Ainsi, des vidéos par caméras embarquées des forces de l'ordre qui pourront être transmises en direct dans les salles de commandement pour être exploitées, on imagine grâce à la reconnaissance faciale, mais également l'utilisation de drones munis de vidéos et pas seulement lors des manifestations, et enfin l'interdiction de fait de pouvoir filmer les forces de l'ordre en opération de maintien de l'ordre complète donc un dispositif répressif sans précédent. Il ne faut surtout pas laisser ce projet donc passer au prétexte de sécurité uniquement des forces de l'ordre. C'est au droit fondamental d'exprimer et de manifester ses opinions dans l'espace public que le pouvoir de Macron continue de s'en prendre violemment. Tout cela s'imbrique parfaitement avec le nouveau schéma national de maintien de l'ordre et le livre blanc sur la sécurité, lesquels, tout en l'alliant, légalisent l'utilisation de la violence policière à l'égard des mouvements sociaux et dans les quartiers populaires. Fini la documentation indispensable des violences policières, bienvenue dans un monde policier où la brutalité et l'impunité de la police régneront en maître, où la peur de l'espace public et la défiance de l'autre seront la norme. Soit, au lieu de le combattre, ce que recherche précisément l'immonde dont la folie meurtrière a encore endeuillé de Conflans-Sainte-Honorine à Kaboul nos populations et pays ces dernières semaines, ne les laissons pas faire. Partout, participons et construisons les rapports de force pour protéger nos droits et nos libertés fondamentales. Le pouvoir veut ériger la peur et la surveillance généralisée. Érigeons partout la solidarité, la justice et le partage, seule valeur à même de rendre pérenne paix, liberté et prospérité. Rassemblons-nous et manifestation notre colère afin de mettre à terre ce projet donc liberticide et tous ces dispositifs qui étouffent nos libertés. Voilà, merci. Alors, je crois que Serge, comme d'habitude, a une anecdote qui va éclairer localement les raisons pour lesquelles on doit se méfier effectivement de ce genre de texte. Mais bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en juin 2018, quand Emmanuel Macron est venu ici à Saint-Brieuc, il était élevé. On avait organisé une manifestation qui avait été empêchée par les forces de l'ordre. Donc on était 500, mais en fin de compte, beaucoup de gens avaient été bloqués à l'entrée de la ville de Saint-Brieuc. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait la bande, comment il s'appelait, Benalla et Vincent Chaz, qui avait pris la main sur la police au niveau national. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, il y avait une cellule de crise policière qui avait été mise en place parallèlement. Et donc, à l'époque, Vincent Kras, qui était ici à la préfecture, alors que le préfet des Côtes-d'Armor avait autorisé la manifestation, on s'était mis d'accord sur les conditions de manifestation élevées, Vincent Kras a donné l'ordre à la police locale ici de Saint-Brieuc de venir saisir la sono des solidaires. Alors il y a une camarade que tout le monde connaît qui s'appelle Florian qui a filmé la scène. La scène a été vue, donc le policier, sur l'ordre de Vincent Kras, le policier venir saisir notre sono. Cette vidéo a été vue sur le site de Solidaire Côte-d'Armor par plus de 45 000 personnes. Voilà. Cette anecdote, vous sachiez,
l'intersyndicale, donc CGT, FO et Solidaire, on avait écrit au président de la commission d'enquête sénatoriale pour dénoncer les pratiques scandaleuses qui s'étaient passées lors de la visite du président de la République. Ça a été lu en séance plénière de la commission d'enquête, d'ailleurs tout ça a été filmé à l'époque, et ça a permis de mettre à jour ce qui est en train de se passer à l'Élysée, c'est-à-dire de mettre une police parallèle en place. Il faut savoir qu'avec la loi qui a été votée hier, loi scandaleuse, et je pense que Marc Le Fur va voter un peu pour. Voilà, mais il faut vérifier, mais certains, j'ai vérifié ce matin le nombre de votants, il y a très peu de députés qui ont voté contre. Donc il doit faire partie de ceux qui ont voté contre. Il faut vérifier, on va vérifier. Voilà. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce qui s'est passé en juin 2018 à Saint-Brieuc, c'est-à-dire que la camarade Florian Lévy a permis de mettre à jour, finalement, un scandale d'État qui a été reconnu, d'ailleurs, Benalla a été condamné, Chaz aussi a été condamné. Bon, ça a permis de démanteler la police parallèle que Macron voulait mettre en place, et c'est grâce finalement à des camarades courageux sénatoriales qu'on peut dire que ça a été permis. Voilà. Et aujourd'hui, ça veut dire que la Carrie s'est retrouvée en prison. C'est ça, pour bien comprendre la réalité, c'est que ce qu'elle a fait courageusement, finalement aujourd'hui ça ferait mieux. Non seulement la police serait autorisée à piquer la sono, mais en même temps arrêter des militants qui auraient eu l'autre évidence de filmer la scène. Voilà. C'est ce que je voulais vous raconter. Je pense que c'est une anecdote d'un million sur l'état policier qu'on est en train de construire et que Macron, qui était censé s'opposer à l'extrême droite et à Le Pen, il est en train de nous foutre en France un pays qui ressemble singulièrement à ce que rêvait l'extrême droite. Alors, le micro est ouvert à qui souhaite prendre la parole. Je ne sais pas si parmi vous, parmi les organisateurs notamment, effectivement, certains ou certaines souhaitent venir s'exprimer. Je me permets du coup, parce que j'ai annoncé au départ en fait les organisateurs justement. Je salue également FO 22 qui a aussi signifié, et ils sont présents au fond là-bas, qui a aussi signifié participer aujourd'hui à la mobilisation. Et qu'autrement, on ne va pas vous retenir plus longtemps. On est content d'avoir réussi la mobilisation, voilà, on est nombreux, c'est bien, on est nombreuses. Après... Pour ce qui est, on va dire, du rassemblement, du rassemblement concernant donc le sujet d'appel, on peut considérer que la mobilisation est achevée. Par contre, on va donner le micro et la parole donc, aux camarades de Nous Toutes 22 qui organisaient également une mobilisation aujourd'hui, et également à un camarade gilet jaune qui souhaite s'exprimer. Bonjour à tous. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous appelons à nous mobiliser pour en finir avec les féminicides et les violences sexistes ou sexuelles. À l'heure où nous écrivons cet appel, 83 femmes sont mortes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Elles furent 152 en 2019. Nous sommes des millions de femmes ou assimilées comme telles à subir encore des violences sexistes et sexuelles qui nous tuent et nous pourrissent la vie, que ce soit à la maison, au travail ou dans la rue. Nous sommes des millions à avoir vu ces violences abîmer nos mères, nos amis, nos enfants ou nos collègues. Dans l'espace public, au travail, à la maison, nous exigeons de vivre en liberté, sans injures ni menaces, sans harcèlement ni sifflement, sans persécution ni agression, sans viol, sans blessure, sans exploitation de nos corps, sans mutilation, sans meurtre. Aucune d'entre nous ne doit souffrir de violence et d'attaque à son intégrité parce qu'elle est considérée femme. Aucune ne devrait cumuler les violences liées aux multiples discriminations de race, de classe, de genre ou de handicap. L'impunité des agresseurs doit cesser.
tout comme le mépris du gouvernement envers la parole des victimes et les droits. La solidarité avec les victimes doit être assurée et renforcée. Le système patriarcal doit être combattu partout et constamment, dès l'école maternelle, dans les médias, dans l'espace public, dans les institutions, au travail et à la maison. Bonjour les amis. Alors un petit texte sur les TPE-PME qui sont l'essentiel du tissu économique français, vous le savez tous, et ils ont des gros soucis en ce moment. Donc je voulais un texte des Gilets jaunes constituants, dont nous faisons partie. Les TPE-PME sont l'essentiel du tissu économique français. Sauvons-les ensemble de la mort par asphyxie économique. Démasquons le mensonge criminel d'État du négationnisme du traitement du Covid-19 pour revenir enfin à une vie normale. Le combat pour la vérité, dès le 28 avril 2020, les Gilets jaunes ont dénoncé ce mensonge d'État criminel de négationnisme du traitement, en donnant injonction au président de la République dans la déclaration pour en finir avec le coronavirus et la peur, ordre de mission, exit le vaccin. Le 9 mai, en apportant en main propre ce protocole de sortie de crise sanitaire à la présidence de la République, en renouvelant cette opération vérité le 11 mai au ministère de la Santé, le 18 juin et le 13 juillet à l'ordre des médecins, action publique menée dans le silence total des partis politiques, des médias, des intellectuels et des corps constitués, alors que 25 000 personnes ont été assassinées. Source du professeur Perron par le négationnisme du traitement du Covid-19. Un confinement de masse disproportionné ainsi que des décisions politiques antisanitaires et antiscientifiques délibérées, source du professeur Raoult, provoquent en continu la destruction de l'essentiel de notre tissu économique. Les TPE-PME au profit des grandes entreprises. Les seules prises en compte dans le plan de relance de 100 milliards d'euros de gouvernement que vous allez payer. Ce n'est que de la dette. Le combat sanitaire, économique et politique, le masque est devenu le symbole de la servilité, de la disparition de la relation humaine et de cette politique criminelle d'asphyxie sanitaire économique. Avec la distanciation sociale et les gestes barrières, il détruit le fondement et la raison d'être de l'économie à visage humain qu'incarnent les TPE-PME. La solution pratique, économique et symbolique pour retrouver une vie normale, elle est dans le refus et le blocage à tout prix de cette politique destructrice de masques obligatoires, selon les moyens et les occasions de chacun. Ne restez pas isolés dans ce combat de survie et de salut public. Rejoignez les équipes des Gilets jaunes dans leur combat pour le bien commun, la dignité et la justice depuis novembre 2018. Le traitement existe, l'épidémie est passée, refusons la terreur médiatique et le vaccin que les lobbies pharmaceutiques veulent rendre obligatoire. Rejoignez la résistance, rejoignez le combat pour le bien commun, rejoignez les réseaux d'entraide des Gilets jaunes constituants. Ensemble, brisons la chaîne d'asphyxie des TPE-PME. Merci à vous. Donc voilà, donc c'était une expression de la part des Gilets jaunes. Un camarade représentant donc, les journalistes souhaite également prendre la parole. Bonjour et merci d'être présent aujourd'hui pour défendre la liberté d'expression, les libertés publiques en général. On est évidemment ensemble dans ce combat. Ce que je voulais vous dire, c'est que la profession est mobilisée. C'est évidemment notre activité principale et unique de vous informer, d'être au service des citoyens. Et on travaille ensemble parce que vous êtes aussi d'une certaine façon des personnes qui sortent des informations, qui pouvaient filmer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est j'ai une caméra à la main. Pourquoi? Parce que j'avais acquis, notamment pour pouvoir capter des images, le pouvoir de l'image est très important. Pouvoir évidemment les diffuser. Ayez toujours votre téléphone à la main, on ne va pas arrêter de filmer.
camarade représentant les étudiants et étudiantes de l'IUT de Lannion, l'IUT de journalisme. Bonjour à tous, je prends la parole aujourd'hui pour soutenir ce que vient pour soutenir donc je prends la parole pour contester ce projet de loi également, pour soutenir ce que vient de dire Sylvain Ernaud. Plus tard, donc j'ajoute également qu'une autorisation de manifestation est attendue à Lannion pour une manifestation à lundi à 19h. Si elle est autorisée, j'espère qu'il y aura du monde parmi vous qui seront présents à 19h devant la mairie à Lannion pour contester ce projet, et notamment l'article 24 et d'autres articles qui sont ultra liberticides. Voilà. Chers camarades, en vous souhaitant un bon samedi et un bon week-end. Voilà. Merci d'être venus en tout cas et à bientôt. À très bientôt.